Bonsoir à tous. Pour le Zoom de ce soir, nous recevons Alexandre Delval avec son nouveau livre, La stratégie de l'intimidation. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Alors pour vous présenter, professeur de géopolitique et de relations internationales, auteur de nombreux essais, je ne citerai parmi ceux-ci que Les vrais ennemis de l'Occident en 2016, donc l'avant-dernier avant celui-ci, et Le complexe occidental en 2014. Je crois que tous étaient aux mêmes éditions, Le Toucan, devenu l'artilleur précisément pour la collection. Alors avec ce nouvel ouvrage, Alexandre Delval, vous présentez deux acteurs comme marchands de concert, quelque part, les coupeurs de tête et les coupeurs de langue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces deux parties intégrantes, finalement, qui forment le terrorisme physique, j'allais dire, et le terrorisme intellectuel ? Tout d'abord, vous l'avez mieux résumé que moi-même, dans ces quelques mots. Oui, c'est cela. Le terrorisme n'est pas qu'une action physique. Il y a le terrorisme qui tue, qui ôte des vies humaines. Et il est fait également pour intimider. Le terroriste ne tue jamais pour tuer, parce que si le but était de tuer pour éliminer la totalité des personnes, là ça s'appelle plutôt un génocide, et ils n'ont pas les moyens. Les terroristes, ce sont des armes, c'est un mode opératoire asymétrique qui a pour but essentiellement d'intimider ceux qui assistent à la médiatisation du meurtre. Donc c'est pour ça que le titre du livre, c'est La stratégie de l'intimidation, parce qu'on oublie trop souvent que les terroristes ne tuent pas pour tuer. Ils ne tuent que parce que ça attire les médias, et c'est ce qu'on appelle aussi chez M. Walter Laqueur, qui est un grand spécialiste de la violence politique, c'est la propagande par l'action. La propagande par l'action violente. C'est-à-dire que l'acte terroriste est en lui-même un message d'intimidation. Et quand il y a un attentat terroriste, qu'est-ce qu'il se passe le lendemain ? On a les rien-à-voiristes qui hurlent à l'islamophobie et qui vous disent « Attention, ne tirons pas des conséquences, des conclusions hâtives, ceci n'a rien à voir avec l'islam, rien ne serait plus dangereux que de stigmatiser les musulmans. » Et là, c'est là qu'entrent en scène, si j'ose dire, les coupeurs de langue qui empêchent ceux qui analysent les coupeurs de tête d'aller aux sources de la motivation idéologique du terroriste, car le terroriste ne tue pas que pour tuer, c'est un phénomène médiatique, mais s'il offre sa vie, il ne faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas qu'un paumé ou un type qui fait ça pour de l'argent. Si vous faites quelque chose pour de l'argent, c'est pour pouvoir rester sur Terre, pour utiliser votre argent. Quand vous donnez votre vie pour une cause, c'est que cette cause est quand même efficace. C'est que cette pensée, ça s'inscrit dans une pensée qui est redoutablement efficace. Et les coupeurs de langue sont ceux qui vous empêchent de dire que cela vient, notamment du Coran, des hadiths, de la Sira, la vie de Mahomet, les trois grands textes de la religion musulmane, qui valorisent au plus haut point l'idée de se tuer et tuer et d'être tué pour l'honneur, l'extension, la défense de l'islam. Alors justement, ce qui est assez amusant, j'allais dire, c'est que vous expliquez assez facilement qu'on ne s'est jamais autant soucié en fait de cette prétendue islamophobie que depuis que certains tuaient au nom de l'islam, au nom de leur islam. Absolument, c'est le grand paradoxe qui m'a motivé à écrire ce livre. Au départ, ça devait être un petit livre, puis vous avez vu, bon, il fait plus de 500 pages parce que finalement, j'ai rajouté plein de thèmes, mais au départ, c'était ça. Moi, ma méthode en géopolitique est une méthode qui est anti-idéologique, qui est totalement empirique. C'est d'ailleurs la méthode de la plupart des géopolitologues, c'est les faits qui nous intéressent. Vous savez, le géopolitologue, il conseille un patron ou il conseille un militaire, un gouvernement. Il n'a pas trop tendance à... On ne lui demande pas de faire de l'idéologie. En gros, on ne lui demande pas de faire du BHL. Il doit être proche des faits. Donc ma méthode empirique a consisté depuis Salman Rushdie, les années 90, jusqu'à Charlie Hebdo et même Barcelone, analyser les réactions de l'opinion publique, même si ça n'existe pas, l'opinion publique, mais admettons, de différents pays occidentaux. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'après chaque attentat terroriste, eh bien, on a une volonté de lutter contre l'islamophobie. Et je me suis dit, mais ça vient de quoi ce phénomène ? C'est assez contre-intuitif. Pourquoi, après chaque attentat terroriste qui invoque des sources chariatiques, des sources islamiques, toute cette théologie de la violence qui est contenue dans la tradition islamique, alors un musulman modéré pourra dire, mais non, je ne suis pas d'accord. N'empêche que, après, on peut contextualiser ces textes, bien sûr, mais ces textes, tout de même, sont là, ils existent et ils valorisent au plus haut point le meurtre au nom de l'islam. Et bizarrement, à chaque fois que l'on tue au nom de l'islam, en invoquant des textes de l'islam, eh bien, la réponse consiste à dire non seulement ça n'a rien à voir avec l'islam, mais il faut lutter contre ceux qui reviennent à ces sources. Donc ça m'a paru assez étonnant et j'ai appelé ça le marketing négatif qui est compensé par un marketing positif. Je m'explique. L'attentat lui-même est un marketing
marketing négatif, puisque quand même... Ça ne fait pas de la bonne pub à l'islam, on va dire. C'est finalement, quand on parle des islamophobes, les pires islamophobes sont ceux qui commettent des barbaries, qui tuent des enfants et des femmes au nom de l'islam. C'est le marketing négatif. Mais justement, comme nos sociétés sont foncièrement culpabilisées, ce que j'appelle le complexe occidental, que j'avais aussi élaboré dans un autre livre, comme ces sociétés qui sont les nôtres sont foncièrement culpabilisées, repentantes, et elles ont honte de reconnaître un mal qui viendrait d'une autre civilisation qu'elle-même, eh bien, pour compenser ce marketing négatif qui risquerait de donner une trop mauvaise image à l'islam et par ricochet, soi-disant, aux musulmans, même si je pense que islam et musulmans sont deux choses différentes, eh bien, nos sociétés produisent tout à coup un marketing positif, compensatoire, qui va viser, au contraire, à dire que l'islam est la plus formidable des religions, la plus tolérante des religions, que non seulement ça n'a rien à voir avec cela, mais en fait, les lumières de l'islam sont fantastiques. L'Empire ottoman nous a permis d'accéder à la Renaissance, et l'Andalousie, dominée par le califat arabo-musulman, nous a apporté les mathématiques, la philosophie, alors qu'en fait c'est Bagdad. Je montre que c'est faux d'ailleurs. La deuxième partie du livre d'ailleurs aborde les mythes de l'islamiquement correct, c'est-à-dire ce marketing positif qui, après chaque attentat, nous oblige, on est acculé à vanter les lumières de l'islam. Je montre que cela s'inscrit aussi dans une mythologie, dans un islamiquement correct, d'où le sous-titre du livre, l'islamiquement correct. Et dans la deuxième partie, qui est un peu plus philosophique, je démonte de manière, je dirais, scientifique, en m'appuyant sur les meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Espagne, que l'Andalousie tolérante des trois religions, le multiculturalisme avant l'heure, l'extrême magnanimité, la science, etc. Tout cela est un mythe complètement incroyable, puisque l'Andalousie était la base des pirates, la base de l'esclavagisme, la base des castrations des esclaves. C'est de là que partaient plein de pirates qui allaient terrifier toute la Méditerranée. Et Maïmonide lui-même, le grand savant juif, soi-disant, qui était heureux en Andalousie, a dû fuir l'Andalousie. On l'avait converti de force à l'islam. Beaucoup de chrétiens sont morts en martyrs, les fameux martyrs de Tolède. L'Andalousie a été un festival également d'intolérance, de barbarie, et le califat, ce n'est pas pour rien que le califat de Daesh invoque l'Espagne andalouse, l'Espagne dominée par l'islam dans le passé, parce qu'en fait ce mythe qui apparaît politiquement correct, en gros on leur doit la science, le zéro, c'était merveilleux, en fait c'est un mythe qui justifie l'irrédentisme islamique. Dès lors que l'on vante la Sicile, l'Espagne, les Balkans dominés par des califats arabo-turcs, c'est une façon d'être nostalgique d'une période où nous, moi je suis méditerranéen, issu de ces pays, Sicile, Espagne, nous étions dominés par un califat. Quelque part, c'est comme si des Africains ou des Algériens disaient nous regrettons l'Empire français. En fait, ce mythe islamiquement correct qui consiste à valoriser le passé de l'Espagne ou de la Sicile envahie, oui. Eh bien, c'est un mythe qui est en fait le carburant du djihadisme, parce que ce qu'on oublie, beaucoup de djihadistes, notamment ceux de Barcelone que j'ai particulièrement étudiés dans ce livre, car j'étais à Barcelone pendant les attentats, j'ai regardé un peu tout ce qui s'est passé, les commémorations, la réaction de la mairie de Barcelone, tenue d'ailleurs par des gens proches de Mélenchon, le mouvement Podemos, c'était de redoubler le financement accordé aux associations qui luttent contre l'islamophobie. Et donc c'est depuis Salman Rushdie jusqu'à aujourd'hui, ce que je constate, c'est que plus on tue au nom de l'islam, plus non seulement ça ne produit pas une image négative de l'islam, mais ça produit dans nos sociétés culpabilisées une sorte d'islamiquement correct. C'est pour ça que ce sous-titre, c'est l'islamiquement correct. C'est-à-dire une pensée, c'est le politiquement correct articulé à l'islamophilie. L'islam serait non seulement victime, la vraie victime des attentats, retournement extraordinaire, mais l'islam serait la plus formidable des religions. Et le christianisme, par contraste, serait la pire des religions. Justement, il y a deux aspects dans ce que vous dénoncez. Il y a ce pas d'amalgame, j'allais dire, d'une manière un peu galvaudée. Et il y a également le fait qu'on ripolline l'islam. Mais finalement, qu'est-ce que vous déplorez davantage ? Est-ce que c'est le fait de dire pas d'amalgame, ou c'est précisément qu'il y en a un et que cela n'est pas dit ? Est-ce que finalement, il faut faire cet amalgame ? En fait, l'amalgame, s'il y en a un, il est fait par les terroristes eux-mêmes, qui, à chaque fois qu'ils tuent au nom de l'islam, ce sont eux qui associent le mot islam au mot violence, ou au mot djihadisme, ou au mot terrorisme. Mais l'intelligence de ce que j'appelle les pôles institutionnels de l'islamisme, car il y a les pôles tueurs, djihadistes, finalement les plus frontaux et entre guillemets, j'allais dire les plus honnêtes, parce qu'ils annoncent la couleur. Qui avancent à visage découvert, quelque part. Ils avancent à visage découvert, et ils appliquent ce qui est écrit dans la tradition islamique, qu'entre les territoire de l'islam, Dar el-Islam, et territoire de la guerre, Dar el-Harb, il ne peut y avoir qu'une relation de prosélytisme ou de guerre. Mais les pôles de l'islamisme institutionnel, qui ont une stratégie beaucoup plus oblique, ne veulent pas qu'on invoque les sources, qu'on interpelle les sources de la violence islamique, et eux, ils agissent en coupeurs de langue avec leurs complices
que sont les islamiquement corrects, de gauche, d'extrême gauche, ou tout simplement politiquement corrects. Donc les coupeurs de langue, ce sont à la fois les bien-pensants, rien à voiristes, mais également les pôles de l'islam, je dirais, officiel. Alors dans mon livre, je les énumère, il y a l'Arabie Saoudite avec le salafisme, il y a aussi l'université El-Azhar, la plus grande université du sunnisme, qui, je le montre à la fin de ce livre dans la conclusion, parce que ça m'a frappé le débat en Égypte aujourd'hui, eh bien El-Azhar a refusé d'excommunier les djihadistes, à part les chiites, mais les djihadistes sunnites, El-Azhar n'a jamais voulu leur promettre l'enfer et l'excommunication. El-Azhar a produit des textes qui condamnent leurs actions ici-bas, mais qui refusent de leur retirer la qualité de musulmans. Par contre, des libéraux, des réformistes, des libres penseurs ont été excommuniés, mais à l'appel, depuis des dizaines d'années. Donc c'est assez incroyable. Même les pôles de l'islam institutionnel le plus respectable, comme celui de El-Azhar au Caire, eh bien, ils n'arrivent pas à excommunier un djihadiste. Et la réponse, elle est dans le livre, mais elle est aussi dans ce que dit David Valla, l'ancien terroriste que j'ai interviewé récemment, avec qui on travaille dans une association qui lutte contre la radicalisation, l'AIPER. David Valla dit il y a un continuum idéologique, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas promettre l'excommunication à ces djihadistes, parce que ces djihadistes s'appuient sur des sourates qui ont une haute valeur. La sourate 9-29, qui est la sourate du djihad par excellence, elle annule les précédentes, parce que dans l'islam, quand deux sourates se contredisent, c'est la dernière, la plus récente, qui annule les précédentes. Et cette sourate médinoise, 9-29, qui dit par exemple qu'il faut tuer partout les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils payent humiliés, Sariroun, le tribut, cette sourate-là, elle a une très très haute valeur dans la tradition islamique. Donc il est très difficile de dire aux djihadistes qu'ils se trompent, qu'ils sont des hérétiques. J'allais même dire un libéral musulman, un réformiste musulman qui veut un islam à l'eau de rose éclairé, à la limite, il est vrai, ce que dit El-Azhar d'ailleurs va dans ce sens, il est plus hérétique à la limite que le djihadiste. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ces coupeurs de langue, vous utilisez un terme très fort également qui est celui d'islamo-collabo. Oui. C'est un terme évidemment, collaboration, on sait à quoi vous faites référence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par ces termes très puissants? Alors, islamo-collabo, par contre, ça c'était le mot de Pascal Bruckner dans Le Figaro que j'ai cité dans mon livre. Moi, je parle plutôt, j'ai des termes un tout petit peu plus géopolitiques, mais effectivement, je l'ai assumé notamment dans un débat face à David Plenel. Il y a des collaborateurs, pas au sens forcément péjoratif, Seconde Guerre mondiale, on n'est pas obligé toujours de tout comparer à la Seconde Guerre mondiale, mais des facilitateurs, des collaborateurs, des idiots utiles, on peut les appeler comme on veut, des gens qui aident, qui cautionnent, qui légitiment, on peut les appeler de plusieurs manières, donc collaborateurs au sens neutre, pas forcément polémique du terme. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas une insulte que de dire cela, puisque moi j'ai lu dans mon livre, je le retrace dans la deuxième partie du livre, j'ai retrouvé plein de textes de mouvements trotskistes, tout à fait officiels, anglais, français, qui ont beaucoup inspiré d'ailleurs notamment le NPA, mais aussi d'autres mouvements également de politiques et intellectuels, qui parlent de convergence des luttes, de convergence révolutionnaire. Notamment avec cette vision du nouveau prolétariat. Avec ce nouveau prolétariat de substitution, ce bélier qu'on va lancer contre les démocraties bourgeoises, judéo-chrétiennes, dont on veut détruire l'intégrité. Il y a une logique, et là on peut même le dire sans jugement, l'extrême gauche, enfin une partie de l'extrême gauche, celle qui n'est pas tendance Charlie Hebdo, donc l'extrême gauche qui avant tout est anti-occidentale, elle peut trouver, et à la limite, si j'étais d'extrême gauche, peut-être que je le ferais, elle peut trouver une convergence, puisque si le but c'est de détruire l'Occident à la fois capitaliste et judéo-chrétien, il est vrai que les islamistes d'un côté, coupeurs de langue ou coupeurs de tête, djihadistes ou institutionnels, et l'extrême gauche de l'autre ont énormément de convergences. Ils détestent la démocratie, les sionistes, l'Occident, l'Amérique, l'Europe judéo-chrétienne, le passé de l'Europe comme son présent consumériste ou son passé catholique. On retrouve énormément de points de convergence et effectivement, il y a une certaine logique dans cette collaboration qui vraiment en est une. Chez les uns, c'est un peu intuitif, irrationnel. Chez d'autres, c'est carrément structuré. Et je montre l'exemple du mouvement Respect en Angleterre qui a inauguré tout ça à partir du mouvement trotskiste anglais. Et on voyait des gens qui étaient pro-talibans et des salafistes défiler avec des trotskistes féministes quand même, qui n'ont pas trop en commun, mais la haine envers la société bourgeoise occidentale réunit quand même des féministes qui, normalement, devraient être les premières à vouloir éliminer la présence de djihadistes ou de salafistes sur le sol européen.
Alors quand on parle de coupeur de langue, il y a presque le coupeur de langue en chef, entre guillemets, c'est finalement l'État français qui autorise encore une fois le 35e congrès des musulmans de France, l'ancien UOIF, un peu comme si c'était le salon du Made in France. Comment vous regardez cela dans un pays qui subit toujours plus d'attentats ? Alors ça paraît stupéfiant, et je ne suis pas là pour justifier ce que fait l'État, bien entendu, et que ce soit le gouvernement en place ou ceux d'avant. J'ai rencontré d'ailleurs quelques ministres de l'Intérieur dans le passé, pas récemment, mais dans les décennies passées, et j'ai souvent été stupéfait de ce que me disaient mes interlocuteurs, ou d'autres, ou des préfets, ou des hauts fonctionnaires, qui me disaient concrètement, c'est extrêmement difficile de faire interdire, par exemple, les livres de M. Kardawi. C'est un peu l'inspirateur de l'UOIF, des musulmans de France et de ce congrès du Bourget. C'était d'ailleurs l'invité d'honneur pendant des années. C'est l'homme qui dirige l'Institut de la prédication et de la fatwa. C'est lui qui forme les imams à Château-Chinon. Son livre est en vente libre et il prévoit les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un, notamment le blasphème, se moquer de l'islam ou changer de religion quand un musulman devient non-musulman. Ce livre, on n'a jamais réussi à le faire interdire en France parce que le problème, c'est la justice. Je ne dis pas que la justice est un problème en soi, mais les juges, j'en parlais avec une juge antiterroriste, n'ont pas de formation en criminologie, n'ont pas du tout de formation en islamologie. Ils ne savent pas réellement. Enfin, on fait appel à des experts parfois quand même. Alors on a parfois des experts, mais les juges, lorsqu'ils prononcent leur sentence, souvent sont quand même surtout animés par le droit à l'état pur qui prévoit la liberté d'expression. Tant que la personne n'a pas trouvé des explosifs chez lui, une intention véritablement de tuer, avec une volonté de nuire explicite, c'est comme un meurtrier, quelqu'un qui dit « j'aimerais tuer ma femme », très difficile de le mettre en prison, presque impossible. Par contre, si on trouve chez lui des mots, des préparations, des outils, des armes en vue de tuer, alors là, ça va être beaucoup plus facile. Alors c'est peut-être que la justice ne fonctionne pas bien, mais aujourd'hui, nous avons de très bons services de police, nous avons de très bons services de renseignement, mais il manque de moyens. On n'a pas assez de personnel pour suivre les fichiers FSRTP, la fameuse note sur la prévention du radicalisme terroriste. On ne peut même pas suivre la moitié. Il faudrait doubler, tripler le nombre de fonctionnaires. On n'a pas assez de moyens pour construire des prisons. On a des prisons qui ne sont pas spécialisées, où on met ensemble des détenus de droit commun et des salafistes qui vont les récupérer. Donc il y a un dysfonctionnement terrible. Mais on dirait que la volonté aujourd'hui de privilégier le traitement social du chômage ou de donner de l'argent pour payer la sécurité sociale et les hôpitaux de nombreux clandestins, ça coûte des milliards, tout ça, on n'a pas envie de mettre cet argent-là, qu'on pourrait retirer, parce qu'on n'est pas obligé de faire cela, on n'a pas envie de le mettre dans la surveillance des fameux fichiers S, qui sont en fait, c'est un autre nom, mais on les appelle comme ça dans les médias. Donc voilà, je parle de tout ça dans mon livre aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais il n'y a peut-être pas eu assez d'attentats pour que nos États mettent l'argent dans avant tout les fonctions régaliennes de l'État. Aujourd'hui, je répète, il n'y a pas assez d'argent pour assurer la protection des Français. C'est un problème de moyens et ce n'est pas 100 milliards qu'il faudrait. On pourrait parfaitement trouver cet argent. Mais un État-providence, il met l'argent ailleurs que dans la sécurité. Oui, c'est un problème d'allocation de budget. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques jours avec Xavier Hofer, donc criminologue, qui vient souvent à TV Liberté. On évoquait, avec les derniers attentats de Trèbes et Carcassonne, le profil du terroriste. Et on parlait évidemment de la politique de la ville, où là encore, il était issu d'un quartier qui avait été allègrement perfusé grâce à la politique de la ville. Est-ce que ça, c'est également un problème aujourd'hui ? C'est un problème, mais si vous saviez, il y a tellement de problèmes. Par exemple, le monsieur qui a égorgé, l'un des 2 égorgeurs du père Hamel, avait un bracelet électronique. Mais c'était un bracelet électronique qui date de 30 ans. La France n'a même pas les bons bracelets électroniques. Les juges n'arrivent pas à avoir des financements. Donc ça voulait dire qu'il était défectueux ou... Oui, on a des bracelets qui servent à rien, qui ne permettent pas une bonne géolocalisation. On n'a même pas les bracelets qu'il faut. J'en parlais avec une juge antiterroriste tout à fait compétente qui me disait ça paraît difficile à croire. Donc non seulement les juges ne sont pas formés en criminologie, ils n'ont pas suivi les cours de Xavier Hofer ou d'autres, ou de géopolitologues, mais on n'a même pas les bracelets électroniques qu'il faut. Et donc le type était en bracelet, mais on ne pouvait même pas le surveiller. C'est-à-dire qu'on relâche des gens, on n'est même pas capable de les surveiller, même avec des technologies qu'on n'a pas envie de se payer, puisque apparemment la priorité est ailleurs. Et donc oui, tous ces radicalisés aujourd'hui, on les connaît presque tous. Plus de la moitié sont connus des services, soit pour délit de droit commun, soit pour clandestinité comme celui de Marseille, soit pour radicalisme, mais à Marseille comme à Barcelone. Parfois pour plusieurs choses en même temps d'ailleurs. Souvent pour plusieurs choses en même temps. Moi j'ai beaucoup étudié celui de Barcelone, c'est assez impressionnant. L'imam qui a radicalisé les jeunes Marocains qui se sont fait sauter, qui ont roulé avec des voitures sur des gens à Cambrils et à Barcelone en été 2017, c'était un imam qui était depuis 12 ans
normalement expulsable. Il y avait des arrêtés de demande d'expulsion. Il était condamné à la fois pour droit commun, drogue, et pour prosélytisme salafiste djihadiste, en lien avec d'ailleurs le cerveau des attentats en 2004 de Madrid. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que 14 ans n'ont pas suffi aux autorités de Barcelone pour écouter les services de renseignement espagnols. Moi, j'ai beaucoup enquêté sur ce sujet. Les renseignements espagnols, depuis 2004, ont alerté les autorités catalanes sur le fait que la Catalogne était la base la plus importante de djihadistes. Les catalanistes, souvent gérés par des gens qui ont une vision un peu tiers-mondiste de gauche, ont même fait libérer. Le bras droit de la mairie de Barcelone, je le raconte dans mon livre, a fait libérer volontairement, c'est un avocat, il s'est porté volontaire pour aider à libérer plus rapidement l'un des cerveaux de l'attentat de Barcelone. Vous vous rendez compte quand même? Et alors que ce type avait été, l'imam cerveau de cet attentat avait été incarcéré parce que déjà il était connu pour ses velléités djihadistes. Donc en France, comme en Espagne, comme ailleurs, on a des coupeurs de langue d'extrême gauche ou bien pensants qui même parfois vont plus loin. Ils vont même être des soutiens quasi logistiques, juridiques à des attentats, à ceux qui perpètrent des attentats. Et à côté de cela, on a tous ceux qui nous répètent qu'il faut cesser d'être islamophobe et que finalement, et là, c'est le génie de l'islamisme. Après chaque attentat, qu'est-ce qu'on nous dit? La vraie victime, c'est pas votre enfant ou mon enfant, ou vous et moi. La vraie victime, c'est le musulman qui risque de voir sur lui l'opprobre. C'est le musulman qui risque d'être victime d'islamophobie. Mais c'est quand même assez extraordinaire. On tue au nom de l'islam des gens qui détestent la France, qui sont d'origine, qui sont issus d'une civilisation qui de plus en plus est portée par un radicalisme. Donc il y a une dimension civilisationnelle, psychologique, politique, de haine envers la civilisation occidentale. Mais celui qui se pose en victime après chaque attentat, c'est pas le mécréant qui est tué, c'est la religion de celui qui a tué. C'est extraordinaire. Certains regrettent souvent d'ailleurs que les musulmans, officiellement musulmans, ne prennent pas plus leur distance vis-à-vis des terroristes. Est-ce que vous pensez que c'est légitime de demander une telle chose à n'importe quel Français, qu'il soit musulman, qu'il soit d'une autre religion? C'est un peu étonnant quand même. C'est un peu étonnant. Alors pour être honnête, beaucoup de musulmans qui sont tout à fait choqués par ces actes ne comprennent pas qu'on les apostrophe individuellement. Et je comprends qu'ils ne le comprennent pas. Par contre, les autorités islamiques qui gèrent l'islam de France, qui n'ont rien à voir avec la France d'ailleurs, parce qu'à part la mosquée de Paris, qui est algérienne, mais dont l'imam Boubacar est assez pro-français, il a toujours été proche même de la droite française, à part le pôle mosquée de Paris, et Ralem Bencher, qui est aussi quelqu'un de très respectueux des valeurs françaises, on a des frères musulmans, on a le Tabligh, qui tient des mosquées extrêmement radicales, comme à Lunel, on a bien entendu d'autres mouvements indo-pakistanais, on a les salafistes, on a les Turcs, qui aujourd'hui d'ailleurs ont mis un des leurs à la tête du Conseil français de culte musulman. Alors ceux-là, on pourrait les interpeller, parce que ce soit les frères musulmans, les salafistes saoudiens, les Turcs du Mili Güruş ou du ministère turc de la religion, qui envoie plein d'imams, qui quadrillent les Turcs sunnites en France et partout en Europe, ce sont des pays ou des pôles, ce que j'appelle les pôles. Je dis pôles parce que c'est pas que des États. Parfois, c'est aussi des mouvances transnationales. Ce que j'appelle les pôles de l'islamisme institutionnel qui se battent pour récupérer nos concitoyens musulmans. Eux, ils ne leur apprennent pas la modération. Ils leur apprennent ce que j'appelle la désassimilation. C'est toute la thèse du livre. Le génie des islamistes coupeurs de langue, donc pas les djihadistes, c'est d'apprendre aux musulmans européens à s'insérer, comme dit Erdogan, faites de l'argent, faites des enfants et des bons boulots, des belles voitures, mais vous n'avez pas à vous intégrer. S'intégrer, c'est un crime contre l'humanité. L'intelligence, c'est d'avoir créé un processus de désidentification, de désassimilation, qui rejoint étonnamment le but des djihadistes qui, eux, disent désavouer la société mécréante. Entre le désaveu de la société mécréante que prônent les djihadistes et la désassimilisation, la désintégration que prônent les coupeurs de langue, c'est quand même relativement proche. Et c'est pour ça que je soutiens dans mon livre, c'est l'originalité du livre en fait, je montre que les islamistes institutionnels, quand bien même ils dénoncent la violence djihadiste, sont en fait des complices des promis, ou plutôt l'inverse, puisque le djihadiste apporte ce que disait Al Capone. Je sais que Rofer aussi parle souvent d'Al Capone dans ses dictons. Al Capone avait des phrases comme celle-ci, « Une persuasion, un conseil, c'est bien. Avec un flingue, c'est beaucoup plus convaincant. » J'allais dire que les coupeurs de langue qui vous demandent de vous taire, de ne pas parler d'islamophobie, ils seraient beaucoup moins convaincants si régulièrement il n'y avait pas de coupeurs de tête. Parce que mettez-vous à la place d'un prêtre catholique qui fait peur à personne. Si un prêtre catholique ou un responsable catholique va demander gentiment à Macron, au ministre de l'Intérieur, de faire cesser la christianophobie et mieux condamner, plus condamner les profaneurs de tombes.
On ne l'écoute pas, tout simplement, pour une raison qui est triste à dire. Moi, je le regrette. Je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. Mais malheureusement, parce que ce catholique ne fait peur à personne. Derrière lui, il n'y a aucun coupeur de tête, même pas un coupeur de main, même pas un coupeur de doigts. Il y a des gens qui sont des braves brebis, qui attendent gentiment l'égorgement et ensuite qui allument des bougies en priant pour leurs ennemis. Ça ne fait peur à personne. Par contre, quand une association islamique, même anti-djihadiste, va voir les gouvernements et disent « Attention !» si vous laissez parler des islamophobes comme Charlie Hebdo, nous ne pourrons pas tenir les banlieues. Et peut-être qu'il y aura de nouveaux attentats. Nous condamnons ces attentats. Mais vous serez co-responsable. Et je croyais que c'était un peu exagéré. J'ai vérifié les textes de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ainsi que de la Ligue islamique mondiale, de l'ISESCO, c'est l'UNESCO des musulmans, et des frères musulmans. Donc les grands pôles de l'islam respectable, institutionnel, mondial, disent la même chose. J'ai retrouvé une absence totale de compassion pour les victimes et systématiquement retourner la violence islamiste comme une occasion de culpabiliser et d'interpeller les occidentaux mécréants qui seraient les vrais responsables finalement de la violence. Cette violence djihadiste ne serait qu'une réaction convulsive de pauvres musulmans victimes du racisme, de l'islamophobie, qui ne ferait que réagir contre cette société raciste d'État. Vous savez que même Plenel en parle, même l'extrême gauche en parle, il y aurait un racisme d'État envers les musulmans. C'est la nouvelle théorie des indigènes et des néo-racisés qui se réunissent en université en interdisant leurs conférences aux Blancs et aux Gaulois. Donc tout cela est très dangereux puisqu'on est en train de distiller ce que j'appelle dans mon livre la paranoïsation. On distille un sentiment paranoïaque. Et la paranoïsation, c'est le carburant du totalitarisme. Quand vous diabolisez l'autre à ce point et que vous vous posez en victime et que vous devenez parano, vous êtes plus capable de vous remettre en question. L'autre est responsable de tout et vous êtes sans tâche, vous êtes parfait. Aujourd'hui, ce qui pointe en France, c'est un séparatisme islamique, mais narcissique. C'est-à-dire qu'à force de se poser en victime, il est totalement sans tâche. Il n'a aucune faute. Il ne doit jamais se remettre en question, même lorsque ces textes religieux sont invoqués par des tueurs. Alors on a bien compris, Alexandre Delval, vous dénoncez d'une part les associations antiracistes de lutte contre l'islamophobie qui tendent souvent à l'extrême gauche, vous dénoncez également les associations communautaires islamistes, mais je pense par exemple à l'Open Society de George Soros, qui ne s'inscrit pas dans ce logiciel. Qu'est-ce que vous faites de ce type d'organisation qui finalement sort un peu de ce que vous dénoncez et qui pourtant semble poursuivre les mêmes objectifs? Alors j'en ai parlé dans un grand entretien à Damoclès et dans un journal italien, puisque les Italiens sont très concernés par George Soros, puisqu'il fait partie des financiers des bateaux illégaux qui vont secourir des clandestins qui arrivent de Libye en complicité avec les passeurs. Parmi lesquels d'ailleurs s'infiltrent des terroristes. Absolument, parmi lesquels s'infiltrent des terroristes ou des gens qui ne sont pas terroristes mais qui sont très très islamistes et qui pendant le trajet mettent les chrétiens à la mer. Ça arrive régulièrement parce que ces clandestins sont... Vous imaginez quand on met des chrétiens à la mer à partir du bateau soi-disant de gentils boat people, ce ne sont pas des musulmans tout à fait modérés qui remplissent ces bateaux. Quand on a l'absence totale de scrupules de jeter des chrétiens à la mer. Et d'ailleurs, même dans les camps de rétention ou de clandestins en Europe, les témoignages des chrétiens sont terribles. Ils vous disent, mais ils étaient dans les mains de véritables bourreaux. Voilà, donc aujourd'hui, on a des gens comme George Soros, on pourrait se poser la question, il n'est pas d'extrême gauche, c'est un capitaliste, c'est un milliardaire, pourquoi il finance une immigration islamique en Europe et partout? Parce que le but de George Soros, il est relativement cohérent. Et il rejoint celui des marxistes, même s'il est à l'opposé. Parce que le but, c'est de construire une cosmopolis, un univers sans frontières. Et c'est vrai que si vous voulez détruire les frontières, il faut détruire ceux qui tiennent aux frontières. Qui tient aux frontières? Ceux qui ont une identité. Qui a une identité? Ceux qui sont enracinés. Donc si vous détruisez la famille, les frontières, la nation, la religion de ce pays, toutes les traditions de ce pays, eh bien vous pourrez bâtir un homme unidimensionnel, unisexe, unirace, multiculturel, Benetton. Voilà, c'est la pub Benetton. Un homme complètement mixé. Parce que l'idée de ces capitalistes-là, vous avez raison, il n'y a pas que la gauche ou l'extrême gauche qui est pro-islamiste, il y a même une gauche et une extrême gauche anti-islamiste, parce que les choses sont complexes. Charlie Hebdo, c'est quand même des gens très à gauche, mais anti-islamistes. Donc les choses sont complexes, et inversement, il y a des gens qu'on pourrait classer à droite, Guy Sorman, Madeleine, ou la tendance George Soros, qui est plus extrême, ça c'est des libéraux. Mais des libéraux, parfois, dans leur discours, on a l'impression qu'ils sont plus à gauche que l'extrême gauche. Ils sont pour l'ouverture de tout, la privatisation de tout. Pour eux, empêcher quelqu'un de circuler, c'est un crime contre l'humanité. Donc il y a une cohérence. George Soros, il finance à la fois des islamophobes de Femen
Et il finance aussi des bateaux qui vont secourir des islamistes qui arrivent de Libye et qui vont transporter des idées djihadistes ou islamistes en Europe. Ça paraît très contradictoire. Finalement, tout ça, c'est bon pour le capitalisme, en tout cas. Mais oui, parce que disons que ces matérialistes, parce qu'ils sont matérialistes comme les marxistes, ces Georges Sorosiens, Open Society, ces multiculturalistes mondialistes, on pourrait les appeler aussi adeptes du village global, ils sont foncièrement matérialistes. Donc l'idée, c'est que la religion va s'intégrer, que le fils de musulman, en consommant du Nike et du McDo, il va se Macwordiser. Vous savez, Macworld, c'est le thème d'un sociologue américain qui désigne un petit peu cette soupe mondialiste. Il appelle ça Macworld. Et c'est un sociologue de gauche, d'ailleurs, Benjamin Barber, qui est très brillant. Il a écrit Djihad versus Macworld. Et donc, pour construire ce Macworld, on se dit, c'est la consommation qui va mettre tout le monde à plat, au même niveau. La Terre est plate, comme avait dit un autre auteur américain. Et en fait, l'orgueil, c'est de croire que la religion va être écrasée par le consumérisme. L'orgueil de ces capitalistes matérialistes, c'est de croire qu'on peut faire venir des millions de musulmans en Europe en pensant que ceux-ci vont devenir aussi matérialistes, consuméristes, athées que les autochtones européens. C'est méconnaître l'islam. L'islam étant une religion, et là c'est plutôt, j'allais presque dire, un éloge que je fais de l'islam. L'islam est tellement imbriqué entre religion et société, l'islam est beaucoup plus réfractaire à un projet de destruction des traditions. L'islam ça n'empêche pas de trouver des terroristes qui, la veille de commettre des attentats, étaient en boîte de nuit à fumer. Et c'est ça qui fait que le monde musulman ne va pas devenir athée et matérialiste au sens philosophique comme l'Occident, puisque contrairement à l'Occident cartésien qui peut être une chose, mais pas son contraire en même temps. En Orient, et moi j'étais frappé en étudiant la géopolitique mondiale, tout l'Orient est comme ça. Tout l'Orient accepte la contradiction. C'est presque le yin-yang version islamique. Donc, quand vous sortez de l'Occident cartésien, vous pouvez être une chose et son contraire. Et d'ailleurs, le Coran le permet. Et la tradition islamique le permettent, celui qui donne sa vie pour le sacrifice suprême, pour le bien de l'islam, le jihad fi sabilillah, l'effort sur le sentier de Dieu pour le bien de l'islam, pour l'extension de l'islam, celui-ci, il fait un acte. Il faut reconnaître que c'est pas rien de donner sa vie. C'est pas juste se priver de manger pendant un jeûne. Hein. C'est un effort. Et là, c'est pas pour vanter comme avait fait Zemmour. C'est pas pour vanter les djihadistes, mais ce n'est pas rien de donner sa vie. Il faudrait pas ramener ça à des trucs de voyous. Quand vous donnez votre vie, vous n'êtes pas qu'un voyou. Vous êtes dans le sacrifice suprême, ultime. Alors que vous êtes jeune, vous pourriez profiter de l'argent que vous avez pris je ne sais où. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer ce continuum idéologique qui est à l'origine de ces attentats et l'erreur des sorosiens, des matérialistes, est de croire que l'islam va être soluble, comme le christianisme. Mais le christianisme est différent. Le christianisme a rendu à César ce qui est à César, il a séparé la politique et la religion. Donc déjà, il y avait des sources d'autodilution dans le christianisme, puisque le christianisme a confié, en séparant le politique du religieux, il avait confié d'emblée à la société politique une gestion de la cité qui pouvait être contraire aux intérêts de la religion. Alors, certains théologiens catholiques vont me contredire, ils auront raison. N'empêche que c'est comme ça que les musulmans voient la chrétienté. Les musulmans, parfois, quand je parle avec des prosélytes musulmans très sincères, ils me disent « il y a des choses bien dans le christianisme, mais votre grande erreur, c'est d'avoir séparé le politique et le religieux, puisque du coup, vous confiez la société chrétienne à des antichrétiens. Ça n'arrivera jamais avec l'islam. Et donc c'est pour ça que les matérialistes qui pensent qu'on peut utiliser l'islam juste pour désintégrer identitairement l'Europe, et ensuite cet islam lui-même va se désintégrer lui-même en se macwordisant ou en devenant la culture Benetton, c'est une erreur énorme, parce qu'aujourd'hui, cet islam est tout simplement en train de remplir le vide dans des zones de non-droit, de non-France et de non-Occident, ce que j'appelle le limes intérieur, ou alors le ghetto volontaire, ou l'apartheid volontaire. Il y a eu une signature, une pétition récemment dans le Figaro sur le séparatisme islamique. Ça fait 30 ans que moi j'en parle dans mes livres, du ghetto volontaire, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Nos hommes politiques le savent parfaitement, mais je pense vraiment qu'ils croient que l'islam est soluble, qu'il va se désintégrer dans le matérialisme. À mon avis, c'est une erreur. J'espère qu'ils ont J'aurais encore raison. deux autres questions, Alexandre Delval. J'aimerais faire le lien d'abord entre votre autre ouvrage, le complexe occidental et la stratégie de l'intimidation, car selon moi, sans complexe occidental, l'intimidation ne pourrait pas fonctionner. Est-ce que finalement, ce n'est pas en partie nier la responsabilité des Occidentaux, du moins dans les derniers événements, où on peut considérer tout de même que l'action qui a été menée en Libye, l'action qui a été menée en Syrie, ne sont peut-être pas des actions les plus valeureuses de l'Occident dans sa globalité, et que là, effectivement, on donne du grain à moudre
aux islamistes? Bien sûr, on donne du grain à moudre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je retrace dans mon livre des textes de El Adnani, l'ancien porte-parole et cerveau de Daesh, mais aussi d'un ancien intellectuel du califat qui a été repris par Daesh, mais qui vient d'Al-Qaïda, Abou Bakr Naji. Et Naji explique exactement ce que vous dites. Il dit: il faut faire en sorte que l'ennemi lointain c'est le mécréant, l'ennemi proche c'est le mauvais musulman. Il faut que l'ennemi lointain, occidental ou autre, ou russe, vienne nous bombarder. Parce que quand ils nous bombardent, il y a forcément des dommages collatéraux. Seuls les Occidentaux naïfs croient qu'on a des bombes hyper propres qui ne tuent que des méchants. Ça, c'est le gros mythe vraiment hollywoodien, malheureusement, auquel beaucoup d'Occidentaux croient. Et l'idée, c'est qu'en nous bombardant, ils vont susciter une réaction à la fois un chaos, ils vont détruire l'État en place. Ils l'ont fait en Irak, en détruisant le parti Baas. C'était fantastique pour les islamistes. Ils l'ont fait en Libye, en détruisant un parti qui n'était pas un parti extraordinaire et c'était pas un régime que j'affectionne, mais qui avait une stabilité et qui luttait contre les djihadistes. La Libye et l'Irak, et on pourrait parler, comme vous le dites aussi, de la Syrie, si les Occidentaux n'avaient pas été bloqués par l'avancée russe. L'idée, c'était de détruire des États stables, totalitaires, mais anti-islamistes. C'était exactement renverser ces pays, c'est exactement ce que souhaitaient des cerveaux djihadistes comme El Adnani ou M. Abou Bakr Naji. Donc il ne faut pas confondre les prétextes et les causes. Quand les islamistes disent « nous vous tuons pour venger l'occupation de tel ou tel pays ou l'intervention en Irak ou en Libye ou en Syrie », c'est faux. Puisqu'ils la souhaitent, cette intervention. Les morts, ils s'en fichent. Ils offrent leurs enfants. Ils cachent leurs terroristes et leurs armes exprès parmi des populations civiles. Leur meilleure arme, c'est des enfants et des femmes. Ils s'en contrefichent que l'on tue des gens. Ils aiment la mort. Mais, effectivement, dans une logique de culpabilisation, de diviser les Occidentaux, ils vont dire « c'est horrible ce que vous faites à nos populations ». Mais en fait, dans leurs écrits stratégiques, ils nous invitent à le faire. Donc, il ne faut pas confondre le prétexte qui est une intervention qu'ils vont dénoncer. Et effectivement, moi-même, je suis contre toutes ces interventions, je suis anti-interventionniste. Je pense que déjà, on devrait assurer nos lois et notre civilisation, à assurer sa pérennité dans nos banlieues, dans nos cités, dans nos écoles. Ce serait déjà énorme, plutôt que d'aller essayer de répandre des droits de l'homme, que nous trahissons par ailleurs, par des bombardements qui ne font que accentuer la perception horrible de l'occidental. Moi, je voyage dans pas mal d'endroits en dehors du monde occidental, et ce qui me frappe depuis 15 ans, c'est la montée de la haine envers l'Occident. Tout ce que nous représentons est devenu discrédité, y compris les belles valeurs de l'Occident. On a de plus en plus tendance à jeter le bébé de la modernité, de la libération, de la liberté, avec le bain de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces guerres impérialistes, on peut les appeler comme ça, c'est un terme de gauche, mais moi je l'assume parfaitement, je trouve que c'est un terme juste. Ce néo-impérialisme occidental est totalement contre-productif. Et ça, c'est de l'argent en moins dans nos banlieues, dans nos écoles. Et alors, dans notre sécurité. Une ultime question pour ouvrir peut-être les réflexions futures. Dans une interview très récente au Washington Post, le nouveau prince héritier, Mohamed Ben Salman, donc d'Arabie Saoudite, a déclaré que l'idéologie wahhabite avait été développée à la demande des alliés occidentaux. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors je retrouve cette idée que je dénonce dans mon livre de la déresponsabilisation de l'islamisme et des pôles de l'islam institutionnel qui, à les entendre, ce n'est jamais de leur faute. Monsieur Erdogan, c'est que ça ne doit pas complètement être de leur faute, puisqu'on continue de leur vendre des armes, notamment Theresa May, qui leur en renvoie de plus en plus pour le Yémen. Qu'on leur vende des armes, c'est vrai que notre action au Yémen soit lamentable, c'est vrai, en Syrie, en Libye, en Irak, c'est vrai. J'ai écrit mes premiers livres dès 1997, contre la guerre d'ailleurs d'Irak et du Kosovo, donc on est tout à fait d'accord. Mais ça ne suffit pas de dire cela, parce que quand l'Empire ottoman, on oublie souvent de remonter aux sources de l'islamisme, dans les années 1840, l'Empire ottoman a mis en place ce qu'on appelait les tanzimat. C'était une doctrine de réforme, c'était assez novateur, où on amendait la charia, ce qui aujourd'hui est impossible à El-Azhar. L'idée de l'avant-dernier calife ottoman, sultan, c'était de donner l'égalité des femmes et des hommes, et de libérer les esclaves, parce qu'ils étaient encore autorisés jusqu'au XXe siècle, et de donner une citoyenneté égale aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans dans l'Empire ottoman. Vous imaginez, c'est complètement révolutionnaire, alors que c'était un empire chariatique. Eh bien, c'est en Arabie Saoudite, et là, l'Occident n'entrait pas du tout en ligne de compte. C'était pas du tout l'Occident qui avait proposé ces réformes. C'est l'Arabie Saoudite et le Yémen, les grands imams de la péninsule arabique qui contrôlaient les lieux saints, qui à l'époque avaient protesté contre les tanzimat en Turquie,
et la Nahda dans le monde arabe, qui étaient deux phénomènes de modernisation qui ont été portés par des intellectuels et des hommes d'État. Donc quand le monde musulman, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on arrive à Atatürk, Bourguiba, donc il y a eu à peu près une centaine d'années, entre 1830 et en gros 1940, quand il y a eu une volonté de réformer l'islam, de laïciser l'islam, de séculariser ces pays, des projets portés par Atatürk, par Bourguiba en Tunisie, par le Shah d'Iran, donc par plusieurs... et aussi par des intellectuels, par la Nahda, par le Tanzimat, ce sont des salafistes d'Arabie Saoudite et d'autres, comme des salafistes égyptiens, comme ceux qui vont former Hassan al-Banna, le créateur des Frères musulmans, qui vont trouver ça sacrilège. Et donc l'islamisme moderne que l'on connaît est une réaction à l'intérieur du monde musulman contre une tentative de réforme qui était interne au monde musulman. Et donc la cause de cet islamisme réactionnaire, théocratique, néo-impérialiste et internationaliste, pan-islamiste, il n'est pas du tout dans l'interventionnisme occidental, puisqu'à l'époque l'Empire ottoman n'était pas colonisé, il était colonisateur. L'Empire ottoman était colonisateur d'une grande partie de l'Europe. Et donc je pense que c'est important de rappeler que même si nos interventions ne favorisent rien, et encourage, donne du grain à moudre aux islamistes, ce n'est que quelque chose qui va accentuer, mais ce n'est pas la cause. La cause, elle est interne au monde musulman. C'est pour ça que je dis aussi, ce n'est pas qu'un conflit islam-occident, c'est un conflit à l'intérieur du monde musulman, où les musulmans réformistes, nationalistes, parce qu'on oublie de dire qu'il y a un combat énorme entre nationalistes et islamistes. Les islamistes ont un projet internationaliste. Les nationalistes musulmans sont les plus farouches opposants à l'islamisme radical. Regardez l'Égypte d'El-Sisi, le général Haftar en Libye, regardez les Émirats arabes unis qui luttent contre les frères musulmans. Ils le font pourquoi ? Pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais parce qu'ils sont contre l'internationalisme qui est inhérent au projet califal. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Alexandre Delval. J'en profite pour dire que les téléspectateurs pourront vous retrouver jeudi 12 avril à la soirée donc sur la menace terroriste. Ce sera à la brasserie Le Cardinal, un boulevard des Italiens à Paris. C'est organisé en partenariat donc avec votre éditeur, l'Artilleur, avec Damoclès, dont vous avez parlé, et l'IFP, l'Institut de formation politique. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Delval. À 18h45. 18h45. Merci.